Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jules Barriot. Salut Jules, comment vas-tu? Salut Pierre, écoute, ça va très bien. Et alors Jules, t'es une quand même des pépites montantes du trail et de la course en montagne. Ça fait 4 ans que tu étais dans le team jeune de Brooks. Donc bon, j'en ai longuement parlé justement. J'ai reçu ton coordinateur sportif Jérémy Chapuis il y a quelques semaines que j'ai interviewé justement dans le podcast. Donc on va pas revenir en détail sur la team, hein. C'est une team de justement de détection de jeunes talents. Et donc, tu en as fait partie pendant 4 ans. Tu as déjà un très joli palmarès malgré ton jeune âge. Alors, encore une fois, si je me trompe, champion de France cadet de course en montagne. Ça faisait déjà pas bien longtemps que tu étais dans la discipline. Double vainqueur pardon, de Sierzinal, junior. Ouais. Tu as été sélectionné en équipe de France, 13e place au championnat du monde junior, 4e au championnat d'Europe. Et la nouvelle du début d'année, c'est que tu as intégré la team élite du coup de Brooks. Donc une sacrée étape. Et justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais justement te présenter un petit peu, nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Et du coup, quand je suis arrivé dans le trail en 2022, au bout de 6 mois, j'ai été champion de France. Donc ça a vite commencé. J'ai eu un peu une explosion, on va dire, sur mon niveau, on va dire, et mes performances. Mais avant ça, j'ai fait 11 ans de foot dans ma ville, à côté de mon petit village de Nez où j'habite dans le Jura. Et j'ai toujours été passionné par le sport, puis plus particulièrement par le foot, où on a vraiment cet aspect de jouer avec les copains et où j'ai pris beaucoup de plaisir pendant mes années jeunes. Et je savais que j'avais déjà un bon niveau en course à pied sur les crosses UNSS que je faisais en étant jeune au collège, etc. Mais j'ai jamais osé me lancer dans l'athlétisme parce que c'est pas ce que j'aimais de courir autour d'un stade ou quoi. Et le trail, je connaissais que vaguement à l'époque. Pour moi, c'était plus un sport pratiqué par les adultes, on va dire les jeunes. Les vieux, c'est ça? Vas-y, dis-le. Ouais, pour pas dire vieux, mais je connaissais pas de jeunes qui faisaient du trail. Donc, puis la montagne, c'était un peu loin. Enfin, pour moi, je me sentais pas capable de gravir, entre guillemets, des montagnes, des sommets, tout ça. Donc, non, j'ai toujours voulu rester dans le foot. Je me suis jamais imaginé me séparer du foot. Mais au fil du temps, le plaisir, il a disparu. Et puis, j'ai eu l'opportunité de changer et d'intégrer du coup le Boost Ride Project, qui est un centre de formation pour jeunes trailers. Puis moi, le haut niveau dans le sport, ça m'a toujours attiré. C'est ce que je voulais faire quand j'étais dans le foot. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah allez, tu as un potentiel dans la course à pied, tu as un nouveau sport à découvrir. Peut-être que tu vas retrouver le plaisir que tu trouvais dans le foot quelques années auparavant. Donc, lance-toi. Puis au final, ça a vite pris. J'ai vite eu la passion, eu un plaisir nouveau. Et du coup, depuis, j'ai accroché. Et c'est ce qui fait que via le talent, le petit potentiel que j'ai à la base, j'ai pu avoir vite des bons résultats. Puis après, j'ai continué de travailler. Je suis tombé dedans, dans le grand bain. J'ai été mordu par ça. Et puis, j'ai réussi à continuer à avoir des sélections en équipe de France jeune, etc. Jusqu'à aujourd'hui, intégrer un team élite et avoir une sélection en équipe de France senior aussi, qui était un peu un rêve en tant que jeune sportif. Donc, pendant ce temps, je pense être sur le bon chemin. Donc, c'est chouette. Bah oui, tu m'étonnes. C'était quand la sélection en team senior? C'était l'année dernière? Ouais, c'était en 2025, là, où pour ma première année chez les Espoirs, j'ai fait quatrième au championnat de France de course en montagne. Mhm. Et du coup, les quatre premiers étaient sélectionnés pour le championnat du monde. Et puis là, j'ai pu vivre encore une autre expérience en équipe de France, et puis différente, celle-ci, en étant dans les catégories seniors. Ok, du coup, tu as été sélectionné au championnat du monde Ouais, et d'y aller. ouais, C'était ouais. comment? Là, je suis allé. C'était Disney? Comment c'était pour toi? C'était pas, c'était pas Disney.
on va dire, dans la facilité, là. C'était quand même, Ouais. en course, c'était dur. Après, c'était un événement sensiblement proche de ce que j'avais vécu 2 ans auparavant à Innsbruck, tout ça, en junior. Mais après, là, sur la ligne de départ, tu te retrouves à côté d'un Filemon Kyrgios qui a déjà gagné Cyril, tout ça. Bah, c'est pas pareil, hein. Là, faut se dire, bon, bah, ça va être vraiment dur, ça va être du gros niveau. Puis, bah, de toute façon, c'est sur la course que tu découvres et que ça te met vite à ta place, c'est de te dire, bon, bah oui, j'ai réussi à me qualifier, mais par contre, pour performer, il va falloir encore quelques années d'expérience et de travail. Et non, c'est chouette. Par contre, on apprend plein de choses d'une expérience comme ça en étant jeune. On se dit, ah, mais c'est comme ça que ça se passe sur les courses avec les meilleurs du monde. Eux, ils font comme ça, tout ça. Et donc, ouais, non, c'était chouette. Bah, après, je fais 50e, je visais mieux, mais ça reste une place quand même honorable. Donc là-dessus, c'était une bonne expérience de prise. Ouais, bah, j'imagine justement d'y aller si jeune, ça doit être aussi un souhait des sélections pour te faire découvrir ce monde-là. J'imagine pas que tu y allais avec l'ambition de gagner les championnats du monde, mais justement d'emmagasiner de la confiance, d'emmagasiner de l'expérience, comme tu viens de dire, de regarder bah, qu'est-ce que font les meilleurs, comment ils courent, et puis comme on dit, petit à petit, de s'habituer à peut-être cette pression du haut niveau, la manière d'aller affronter de tels concurrents, etc., quoi. Bah ouais, c'est ça, hein. Je pense que pour les coachs, la fédération et tous les staffs, ils se sont dit, bon, bah c'est cool, un petit jeune a réussi à prendre sa sélection en senior, il va pouvoir continuer un peu à se former, à apprendre en étant vraiment jeune encore dans la catégorie senior pour que les années d'après, où il développe encore son potentiel et sa forme physique, bah là, il arrive à avoir une meilleure stratégie de course ou des automatismes un peu. Et pour, dans les championnats du monde, dans 2 ans, 4 ans, si je me requalifie, bah, arriver à faire encore mieux que ce que font les spécialistes français de la discipline maintenant. Enfin, c'est le but, je pense, c'est de s'améliorer d'année en année. Donc là-dessus, j'étais content de participer à mon apprentissage, hein. Et aujourd'hui, alors, tu signes dans le Team Brooks Elite. Est-ce que tu es professionnel? Est-ce que tu travailles à côté? Est-ce que tu es encore étudiant? Non, je suis pas professionnel. Non, non, bah ça c'est un autre rêve de gosse, mais ça prend du temps et c'est normal. C'est pas aussi simple que ça, on va dire, de vivre et de vivre sans avoir un statut précaire aussi de notre sport, puisque Oui, parce c'est un qu'on peut croire très vite, on dit, bah voilà, Jules Barriot vient de signer dans la team élite de Brooks, dans la tête des gens, bah, c'est comme, voilà, tu signes dans une équipe, je sais pas, de Ligue 1, donc forcément, t'es forcément un professionnel. C'est pas aussi facile que ça. c'est ça. Puis est-ce qu'avec moins d'un SMIC par mois, on vit bien? Je suis pas sûr non plus. Non, non. Difficile, ouais. C'est appelé team professionnel de trail, mais c'est surtout un team de trailers élite au sens du niveau. Et après, tous les athlètes ne sont pas professionnels, hein, parce que c'est pas encore l'argent coule pas à flot encore dans ce sport. C'est normal, la médiatisation est encore faible, elle grandit de jour en jour, mais voilà. Mhm. Donc non, non, je suis athlète élite. Et à côté, je fais mes études à Besançon en licence de STAPS entraînement, dans ce dans quoi j'aspirerais plus tard entraîneur, avoir un diplôme, et puis parce que ça me passionne aussi en tant qu'athlète. Et j'aimerais bien entraîner d'autres sportifs pour mettre à la place aussi d'entraîneur. Mais du coup, non, à côté de ça, ouais, je fais encore mes études. Et puis, j'évolue dans mon côté sportif pour un jour espérer être professionnel. Mais pour l'instant, non, je le suis pas encore. Ok. On va commencer à rentrer gentiment dans le sujet. Donc, ce qui nous intéresse ici, on parle, bah, tu auras bien compris, de ce qui se passe plutôt dans la tête. Euh, de ton côté, alors je crois que franchement, tu dois être un des athlètes, si ce n'est l'athlète le plus jeune que j'interviewe à l'heure où on se parle. Je trouve ça intéressant dans le sens où, voilà, quand je vais interviewer un athlète qui a peut-être 30, 35, 40 ans, il a eu toute une partie de sa carrière où on n'en parlait quasiment pas de préparation mentale, où c'était vraiment quelque chose de très, très, très marginal. Toi, tu as commencé le trail, tu as découvert même le trail il y a à peine 4 ans. Tu es dans une démarche très professionnelle, peut-être, on va dire, grosso modo, depuis 2 ans. Euh, donc, on en parle beaucoup justement de préparation mentale depuis ce temps-là. Est-ce que pour toi, c'est un sujet normal? Comment tu l'appréhendes? C'est quelque chose de marginal? C'est quelque chose que tu prends comme oui, il faut que je fasse gaffe à ma nutrition? Ou ça prend quelle place pour toi, ce domaine-là?
Bah ouais, c'est vrai que j'ai commencé à en entendre parler uniquement dans le sport du trail et puis bah, dans les sports d'endurance en général. Avant, dans le foot, c'était pas quelque chose qui était répandu, en tout cas pas dans mon cas. Et quand je suis arrivé bah, du coup dans le Brookside Project, petit à petit, ça en a parlé. Et puis avec les athlètes autour de moi avec qui je discutais aussi. Et bah, c'est quelque chose que je me suis intéressé, que je me suis dit c'était peut-être aussi entre guillemets normal qu'on en parle dans une discipline où il faut vraiment apprendre à souffrir et, on va dire, et avoir un lien avec cet aspect-là de douleur et apprendre à la connaître. Parce que c'est pas non plus donné à tout le monde, c'est pas quelque chose de facile. À partir de ce moment-là, suite vu un peu avec ceux qui m'entourent ou de points, de choses qui me limitaient en tout cas dans mes performances. Alors c'est sûr, on a toujours des points à améliorer ou quoi, mais du coup là-dessus, moi je me suis dit, bah, chaque chose en son temps, on va déjà progresser sur l'entraînement et tant que ça me limite pas et que je peux encore gagner sur d'autres aspects un peu plus faciles comme l'hygiène de vie ou la nutrition, etc. Et ben, je me suis dit, on va, on va s'y intéresser doucement, mais sans tomber dedans, à se dire, il faut que je travaille là-dessus, sur mon mental. Mais après, j'ai eu d'autres athlètes autour de moi qui avaient à peu près mon âge et où là, ça les handicapait un peu plus. Et, euh, et là-dessus, c'est sûr que des fois, c'est bien juste d'en parler entre athlètes pour voir comment on perçoit les choses. Mais je m'étais pas encore intéressé réellement au suivi sur mes Ouais. premières. Bah justement, pour en avoir parlé avant ça avec Jérémy, donc ou pour replacer, qui était le coordinateur sportif de la structure Brooks Trail Project et qui est aussi préparateur mental, euh, il me disait justement qu'il abordait cette partie-là, pas de but en blanc, en direct, vous avez besoin d'une préparation mentale, machin, machin. C'était vraiment, il y avait la partie macro. Donc la partie macro, c'est d'aider des jeunes athlètes comme toi à structurer un plan de carrière. Quand il y a une velléité de progression et de professionnalisation derrière, c'est justement d'accompagner, parce que c'est pas facile. Encore une fois, tu l'as dit, on n'est pas dans le foot. Tiens, tu venais du foot, on n'est pas dans le foot. C'est pas parce que tu signes dans un gros club ou dans une grosse team que tu vas devenir, hop, tout de suite, il y a 15 000 ou 20 000 euros qui vont tomber tous les mois. Donc là, il faut peut-être une préparation mentale, mais pour gérer ça. Mais là, c'est différent. Il y a une structuration à faire. C'est sur du long terme, etc. Et il y a vraiment cette partie macro où, quelque part, je crois qu'il s'adressait à vous de manière globale sur des bonnes, un peu, pas de la bonne conduite, mais de la vision de son sport, le long terme, etc. Et ensuite, après, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le sentent, rentrer dans du micro, donc micro, c'est-à-dire personnalisation. Qu'est-ce qui est le levier de performance le plus efficace pour toi? Donc peut-être pour toi, ça va être, j'en sais rien, je dis des bêtises, motivation, confiance. Peut-être pour un autre, ça va être le stress et l'anxiété. Peut-être pour un autre, ça sera de travailler sur la fatigue nerveuse. Voilà. Et donc toi, dans un premier temps, grosso modo, c'est échange avec tes copains, t'échanges avec Jérémy, et c'est sur cette partie macro, construction de carrière, un petit peu qui vous a accompagné. Bah ouais, tout à fait. Je pense que ça aurait pas de sens, ça serait pas réellement efficace si dès qu'on arrive, quand on est jeune, qu'on a 16 ans, 17 Mhm. ans, on nous propose déjà d'être accompagné sur de la préparation mentale et nous qu'on se dise ah bah j'ai ce choix-là, bah c'est trop bien. Alors qu'on n'a pas ce projet structuré, on connaît pas réellement bien notre environnement dans lequel évolue en tant que trailer, donc on connaît peut-être pas vraiment la discipline. Qu'est-ce que ça demande d'être athlète de haut niveau dans ce sport-là, et tout un tas de choses aussi comme ça, comment se construire quand on est jeune, puisque au final c'est ça, hein, un jeune il est encore en pleine construction, donc il a Mhm. plein de choses auxquelles faire attention autour de lui, que ce soit dans le sport ou même dans ses études, dans sa famille, dans ses liens sociaux ou autres. Et du coup, à partir de là, je pense qu'en Jérémy, en fait, lui, il a toujours eu cette fibre-là, où on a fait de la préparation mentale dans le côté macroscopique, comme tu dis, sans vraiment s'en rendre compte. Lui peut-être un peu plus que nous, mais pour nous en fait c'était quelque chose d'assez simple dans le sens où on doit connaître un peu où on veut aller, notre projet, ce qui nous intéresse dans le trail. Est-ce que c'est vraiment le haut niveau ou pas? Est-ce qu'on prend notre plaisir là-dedans? Est-ce que plus tard, dans 10 ans, on veut faire une carrière, toujours être là-dedans? Quels sont nos objectifs de performance? Et bah, puis comment on veut être bah, plus globalement heureux à l'instant T, mais aussi dans les futures années. Donc, il fallait construire un peu un projet autour de ça, et puis comprendre aussi ce qu'est le trail, comme tu dis, hein, c'est
trail, c'est pas parce qu'on fait du haut niveau qu'on va gagner 20 000 euros par mois, comme d'autres sports où il y a plus d'argent ou autre. Mais du coup, bah, est-ce qu'on voudrait avoir un métier à côté? Enfin, comment disposer les choses? C'est quand même quelque chose qui est pas facile. Euh, puis, bah, pour les jeunes, il y en a, c'est plus dur que d'autres, hein. À 16-17 ans, il faut se poser ces questions-là. Bon, on n'a pas les réponses tout de suite, mais du coup, Jérémy nous aide là-dedans. Ouais. Et donc, bah, il est coordinateur sportif de Brooks Ride Project, toujours actuellement, depuis beaucoup d'années, comme il disait dans le podcast. Et puis, bah, moi, du coup, je commence un suivi sur la préparation mentale à partir de cette année, parce que j'en ai ressenti le besoin. Avant, Ok. c'est quelque chose qui me m'attirait pas plus que ça, on va dire. Je me disais, bah non, j'ai d'autres choses à travailler avant. Et là, cette année, bah, ça s'est bien passé globalement, ma saison sportive avec les seniors en première année chez les Sport, tout ça. Mais je me suis dit, il y a quand même des choses auxquelles j'ai besoin de comprendre sur moi et sur l'environnement qui m'entoure pour performer davantage et retrouver un petit peu la régularité qu'on avait en jeune. Mais là, c'est plus du tout pareil, le niveau. Et bah, tout un tas de questions un peu comme ça que je me suis dit, j'ai besoin d'aide là-dessus. J'ai toujours peut-être pas de points négatifs réellement qui me freinent, mais par contre, il y a des leviers où je dois progresser et qui m'aideront. Donc, Et justement, ouais, bah, c'est là-dessus que j'allais te relancer sur cette partie justement où on passe de la partie macroscopique à microscopique. Donc micro, c'est un peu un grand mot, mais c'est la partie personnalisation vraiment de l'accompagnement. Les plus grands, le ou les plus grands leviers qui, toi, te font aller vers ça. Alors, je mets un petit disclaimer parce que on attache toujours la préparation mentale à des grandes tendances, genre soit le stress, soit la motivation, soit l'anxiété. Mais quand je parle, par exemple, de fatigue, de récupération, ça fait aussi partie d'une pédagogie de préparation qu'on apporte très peu et qui rentre dans le champ de la préparation mentale. Et pas que pour les sportifs. Moi, je m'occupe pas que de sportifs, je m'occupe de militaires, de métiers à risque, etc. Et les notions sont les mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que si je fais le podcast, c'est pour pouvoir parler de tout ce champ-là, tout cet éventail-là. Donc voilà, donc pour revenir à toi, c'était quoi le ou les vraiment axes où tu t'es dit j'ai envie de travailler personnellement là-dessus, voilà, sur quel point? pour moi, j'ai tendance à mettre pas mal d'exigences quand je travaille une course ou un gros objectif. Donc là-dessus, je me suis dit, bah, essayer de le répartir mieux au cours de la saison, parce que c'est une saison qui est quand même longue. Euh, Quand on commence par exemple en mars, avril, qu'on finit octobre, là-dessus, il faut arriver encore frais, autant bien physiquement que mentalement sur les dernières compétitions. Donc là-dessus, c'était tout un tas bah, soit d'émotions à gérer ou pour être régulier, ouais, de l'exigence qu'on met dans l'approche de nos compétitions, de nos préparations. Ouais. Donc arriver à accorder plus ou moins d'importance en fonction du besoin sur chaque compétition et, euh, et tout un tas de qualités comme ça qu'il faut arriver à gérer. Mm. Et toi, mais ce que tu me disais en préparant l'épisode, c'était que tu étais plutôt de l'école à en faire un peu trop que pas assez. C'est-à-dire, donc quand tu dis des exigences, tu te mets des exigences très fortes envers toi-même et que tu avais plutôt tendance à en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup et justement réussir à réguler un petit peu ça. C'est ça que tu veux nous dire? Ouais, ouais, bah après, quand je disais que ouais, j'ai tendance à en faire un peu trop, peut-être en tout cas, c'est pas sur l'entraînement. Moi, là-dessus, je suis quand même une approche, bah, ça vient aussi d'où j'ai été formé, hein, mais bah, l'approche, on va dire, de Pascal Balducci, mon ancien entraîneur, qui vise quand même à être progressiste dans son entraînement. La progressivité qui est réellement important, ça je l'ai bien compris. Donc c'est pas du tout là-dessus que je veux Mhm. dire où j'en ai trop, mais c'est peut-être des fois dans l'implication mentalement que je mets, que ça soit sur tout ce qui est l'hygiène de vie ou les à côté en fait de l'entraînement, sur les choix que je fais tourner autour de ma pratique dans ma vie privée, etc. Et bah, peut-être que des fois, oui, ça peut desservir et c'est quand même dur de trouver un équilibre entre je veux être le plus performant possible, mais bah, il faut pas que j'aille trop loin aussi, quoi. Il y a des limites, il y a un équilibre pour arriver, bah, comme je le disais, frais mentalement et puis sur un bon équilibre mental avec quand même du plaisir dans sa vie d'à côté et de pas voir la performance par bah, que le sport et que l'implication qu'on y met, mais on a aussi Mhm.
en fait toute notre vie à côté où on n'y pense pas forcément comme ça directement, surtout quand on est jeune, mais ça joue sur nos performances, hein. Si on est bien dans nos relations sociales avec nos amis, notre famille à côté, ou si on prend aussi du temps pour nous, pour d'autres activités. hum, c'est vrai que si on reste que dans ce milieu-là, de travail, et puis qu'on pense que à manger correctement, à dormir vraiment correctement, pas faire de sorties le soir ou quoi, bah, là-dessus, des fois, peut vite s'enfermer dans quelque chose d'un peu négatif, je pense. Ouais, donc ouais, du coup, c'est vraiment pour t'apporter une espèce de prise de recul immédiate sur ce que tu es en train de faire et d'approche un peu plus globalisante. C'est-à-dire, voilà, t'es pas qu'un coureur, quoi. Voilà, t'es un être humain à part entière, t'as besoin de faire autre chose que de courir. Et puis, si t'es bien dans ta vie, t'es bien dans ta course. C'est un peu l'idée, quoi. Bah ouais, ouais, puis bah, comme c'était un peu, ça part aussi un peu du principe sur les championnats de France de cette année où bah, je fais une grosse course, c'est lié aussi à une grosse préparation avec beaucoup d'implications. Mais derrière, les semaines, les mois qu'on suivi, c'était difficile de se remettre autant d'exigences ou en tout cas mentalement, il y avait un peu un switch où je pense que c'était lié au fait que j'ai eu une belle performance, mais aussi à toute l'implication que j'ai mis dans ma préparation. Après, j'ai eu ce besoin de vraiment reprendre du plaisir, mais dans toutes les parties de ma vie, on va dire, enfin sur l'entraînement et sur les à côté aussi. Et du coup, à partir de ce moment-là, après se remettre focus entraînement, c'est dur Hmm. de se donner une date ou de se dire en tout cas mentalement, je rebascule un peu plus dans ma saison, enfin dans ma préparation. Là-dessus, ouais, c'était un équilibre après qui était dur à trouver, ça me l'avait jamais fait, mais Ok. je me sentais un petit peu pas perdu, mais c'était dur de savoir, ouais. Ouais, c'était Quand plutôt. il fallait être à Ouais. l'entraînement, il fallait que je me repose, c'était là il y avait un équilibre qui n'était pas trouvé et ça balançait un peu dans tous les sens, ouais. Ouais, ok, ok, ok. C'est plutôt sur l'équilibre justement de la motivationnelle. Enfin, tu sors d'une grosse échéance dans laquelle tu t'es donné. L'échéance est passée. C'est un peu le vide derrière. Pourquoi j'y vais? Enfin, bon, ouais, ok. Mais oui, oui, bah, c'est aussi ça, effectivement, la préparation mentale. C'est ça qui t'a. Enfin, est-ce que c'est fait partie justement des choses qui t'ont fait dire. Oui, un accompagnement serait pas déconnant sur ce plan-là, justement, pour prendre du recul, pour structurer peut-être une sorte de pensée différente, hein. On a tendance à dire, bah, évidemment, le monde ne s'arrête pas à la course d'après, même si c'est difficile à faire, hein, parce qu'on structure, tes programmes d'entraînement sont structurés pour performer à une date donnée. Et on a toujours la sensation que voilà, on met tout en place, qu'on est dans un tunnel, il y a la course au bout, et puis après, fou, c'est un peu le trou noir, quoi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant justement d'avoir cette vision un peu plus long terme, évidemment. Ouais, ouais, bah c'est ça, hein. Je pense que l'équilibre, c'est quelque chose de vraiment important, quoi, en tant que sportif, et il faut avoir les clés pour le trouver, et ça vient pas forcément des fois tout seul ou quoi. Et tu t'es dit justement, est-ce que ça faisait partie de tes questionnements quand on voit des gros changements comme ça, des gros changements de carrière ou des personnes qui passent de amateurs à ils percent en l'espace d'un an ou deux, ils arrivent dans un team avec du marketing, etc. Est-ce que tu appréhendes ce moment-là ou est-ce que pour toi c'est une continuité? En plus, tu es quand même dans la même maison, on va dire. Est-ce que c'est une continuité pour toi, ça? Ouais, les choses comme ça, en tout cas, je sais pas comment bien les définir, mais c'est pas quelque chose qui me met de la pression, Hmm. honnêtement. Et bah, ça, c'est quelque chose que j'arrive vraiment bien à gérer maintenant, lié un peu à mon passé en étant jeune, où là, je me mettais beaucoup plus de pression. Mais non, en plus, ça reste, ouais, comme tu dis, une continuité au sein de la même marque, Brooks, et puis qui est hyper bienveillante et où il y a beaucoup d'importance accordée dans le plaisir que prend ces athlètes. Donc là-dessus, non, c'est hyper bienveillant dans cet environnement-là. Et je sais que ça, c'est juste une continuité. Je connais déjà des personnes, enfin pas mal d'athlètes français, donc Hmm. ça fait que je ne serai pas perdu dans le monde dans lequel j'arriverai. Après, ça aurait été un peu différent si ouais, je connaissais aucun athlète, pas les personnes du staff ou quoi. Mais lié à ça, ça me met pas. C'est ça qui aurait potentiellement pu me mettre un peu Hmm. de pression, c'est si je connaissais pas vraiment l'environnement. Mais là-dessus, non, Ouais, la ça me- continuité, quoi.
Après, c'est pas parce que je me dis bah, je suis sponsorisé par une marque dans un Team Elite que là je dois performer davantage. Non, ça a toujours été mon objectif premier, que je sois sponsorisé ou pas. Donc là-dessus, non. Et en préparant l'épisode, justement, tu me disais, si je te demandais des points forts, tu me disais justement le mental, tu le mettais plutôt du côté de tes points forts. Et là aussi, je trouve ça hyper intéressant parce que de manière très réducteur, il y a encore beaucoup de personnes qui disent bah, j'ai le mental ou peut-être t'as pas le mental. Si t'as pas le mental, ben, ça se travaille pas, tu l'as pas. Enfin bon, des raccourcis comme ça. Donc toi, t'as un mental qui est plutôt ton point fort et quand même, tu te rends compte que tu as un besoin d'accompagnement pour avoir des leviers de progression différents. T'as que 20 ans, donc franchement, je trouve que la démarche est top. Encore une fois, je pense que ça vient pas de nulle part parce que Jérémy vous a amené à se poser ce type de questions pour avoir un environnement sain autour de vous. Parce que j'ai interviewé des athlètes qui sont très, 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 très élites et qui ont découvert peut-être de se dire, tiens, la préparation mentale pourrait m'aider quand ils ont pris un mur, quand ils sont blessés et qu'ils sont très, très mal pendant des mois parce qu'ils peuvent rien faire ou qu'ils ont qu'il y a eu quelque chose pendant une course qui a fait que ça s'est très mal passé. Et c'est à partir du moment là où je veux en venir, c'est que, en général, c'est à partir du moment où ça se passe mal qu'on se dit, tiens, si j'allais voir du côté de la préparation mentale, il y a peut-être quelque chose à y faire. Et ce que je trouve intéressant dans ton cas, c'est que bah, très jeune, tu y vas et très jeune, tu mets cette corde à ton arc qui après, voilà, t'es pas obligé d'être accompagné pendant 15 ans. Si tu as un accompagnement pendant un an, déjà, tu auras des outils à disposition et une construction de ta manière d'être qui va faire que ça va te suivre toute ta carrière. Donc ça, c'est top. Mm. Ouais, non, mais, là-dessus, enfin, je suis vraiment complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je m'intéresse beaucoup à tous les facteurs différents qui vont m'amener à être performant en tant qu'athlète. Mm. Et là-dessus, comme tu dis, en tout cas, je sais que ma personnalité, elle est comme ça. Je vais pas attendre d'être blessé pour faire de la prévention de blessures, du renforcement musculaire ou Oui, bah, quoi. Très bon parallèle, ouais, très bon Voilà, exemple. les choses comme ça. Donc, je vais pas attendre d'avoir un point faible là-dessus. Dans le côté mental pour vraiment m'y intéresser. Mais dès que je vois qu'il y a des leviers de progression disponibles, on va dire, moi, je fonce là-dedans parce que c'est ce que je veux. Après, faut comprendre aussi où j'en suis dans le processus en tant qu'athlète. Et si je débutais le trail cette année, je me lancerais peut-être pas dans la préparation Mm. mentale dès cette année, hein. Mais ouais, c'est une étape qui est lié à la construction. Et puis ça, bah, c'est beaucoup ce que m'a apporté le Brooks Ray Project, hein, c'est d'essayer de comprendre comment être performant et de poser les bases d'un projet solide qui est défini auparavant. Et donc, ouais, ça, après, à moi de le déterminer maintenant si c'est le bon moment ou pas. Mais là-dessus, ouais, non, je pense faire le bon choix. Ouais, après, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais moi j'ai tendance toujours à démystifier la chose parce que beaucoup encore ont peur en se disant c'est de la psychologie, j'ai pas besoin d'avoir un psychanalyste ou une psychanalyste pour courir, j'ai pas envie de me livrer, j'ai peur de ce que j'y trouverai. Enfin, on a vraiment, j'ai quand même beaucoup de personnes qui ont ces réticences-là. Ouais, là-dessus, je comprends qu'il y en a qui peuvent un peu avoir peur dans le sens où c'est presque ce que j'ai pu ressentir quelques années auparavant, où, où je voulais peut-être pas accepter que je pouvais certainement avoir certaines faiblesses liées au mental. Ok. Quand à la base, je me suis dit, bah, je suis fort dans le mental parce que sur les courses, j'arrive à pousser vraiment loin. J'arrive dans quelques moments difficiles que j'ai eu, j'en ai quasiment pas beaucoup eu, mais j'arrive à me rentrer dedans, on va dire. Bon, bah, à partir de là, je me suis dit, je suis fort dans le mental sans vraiment comprendre toutes les perspectives que ça englobe. Mais après, il y a eu peut-être des moments où je me suis dit, ouais, je pense ne pas avoir faiblesse. En tout cas, dans un coin de ma tête, j'espère ne pas en avoir. Donc, je vais pas faire de préparation mentale. Ça me servira à rien. Ou c'était un petit peu quelque chose pour moi qui me faisait dire, bon, bah, c'est un peu de la magie dans le sens où si tu as des problèmes, bah là, faut espérer que ça puisse te les régler. Et si tu n'en as pas, bon, bah, ça va pas te servir à grand-chose. Puis après, tu mûris au fil des années. Et puis là, ça faisait déjà quelques mois, ou peut-être en 2024, où j'ai commencé à me poser la question, en 2025. Je me suis dit, bah ouais, ça peut peut-être t'apporter des choses en plus, en fait. C'est un autre levier de progression. Puis bah, quand tu regardes dans un sport comme ça, il y a le corps qui joue, mais il y a la tête aussi. C'est vrai.
moi, il y a eu, ça est arrivé peut-être deux fois dans ma vie où j'ai un peu ressenti l'état de flow sur une course. Et quand tu dis que le mental peut potentiellement amener à un état comme ça, bah moi, c'est vraiment ce qui me fait prendre plaisir dans ma discipline, c'est d'arriver à une course et d'impression d'avoir des sensations de fou. Et, et je me suis dit, bah, c'est sûr que la tête, elle y est pas pour rien. J'étais aussi bien préparé que d'autres courses où j'ai pas ressenti ça. Et donc, les choses comme ça m'a vraiment intéressé. Et après, faut comprendre que le mental, ça englobe plein de choses. En fait, c'est pas juste savoir se faire mal quand faut se Absolument. faire mal. C'est pas juste quand il y a des moments difficiles, savoir se rentrer dedans ou les passer. Mais ouais, non, il y a plein de facteurs qui influencent ça, notre perception. Et justement, tu m'as fait une jolie transition. Tu parlais que tu avais vécu cet état de flow quelques fois, deux fois. Est-ce que, sans parler de l'état de flow, parce que j'en parle très peu, parce que c'est quelque chose qui se déclenche pas, donc on peut mettre toutes les briques bien les unes après les autres, et pour autant, des fois, voilà, rien ressentir sur ce côté-là. Mais donc moi, je reste toujours sur qu'est-ce qu'on maîtrise, quoi, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire nous-mêmes. Euh, Est-ce que tu aurais, on en a parlé, mais une course, tu m'en as parlé, une championnat de France 2025, où tu gagnes en espoir, tu fais 4 au scratch. Justement, cette course s'est passée quoi mentalement, où tu t'es senti fort, où ça a été linéaire? C'est quoi qui a fait la différence à ce moment-là? Bah, en tout cas, c'est pas une course du début à la fin, du point de départ au point d'arrivée où on est dans l'état de flow, mais c'est ouais, une bonne partie de course. Il y a eu sûrement au moins la première moitié de course où là, j'avais l'impression d'avoir une marche physique. Bah, c'était lié à ma préparation puis à la gestion que j'avais à l'instant T. Mais vraiment l'impression d'avoir une marge et que tout soit fluide. Je me Mhm. posais pas de questions mentalement, ou des fois on est un peu perdu dans la course. Ah bah je dois faire ça ou là. Non, là j'étais hyper concentré. Il n'y a rien qui me sortait de ma course. Et en fait, et bah, j'étais beaucoup dans l'anticipation, dans le sens où je savais ce que j'avais à faire sur la section du parcours d'après. Je savais où j'en étais et ouais, d'avoir une marche physiquement, d'avoir vraiment un contrôle sur soi. Et ce contrôle-là physique lié à une concentration bah, un peu extrême, on va dire, c'est ce qui fait que bah, il y a du plaisir instantané et on ressent pas la douleur. Enfin, franchement, après, il n'y en avait peut-être pas non plus sur le début de parcours. Puis après, la fin de parcours, bah ouais, c'est douloureux et voilà, là, il n'y a plus l'état de flow, c'est pas indéfini. Euh, mais là-dessus, il y avait cette course-là. Et la première fois où je l'ai ressenti, encore, on va dire, un moins compréhensible, peut-être d'une manière moins compréhensible, parce que le championnat de France, j'avais beaucoup préparé tout ça, donc ça peut un petit peu mieux se comprendre. Mais il y a Sierzinal 2023, où la première fois que je gagne, et ben là, il y a eu ouais, les trois quarts du parcours où bah, au bout de 200 mètres, j'étais en tête et bah, j'ai été tout le long en tête sur le parcours où à la fin, je me suis fait rattraper et j'ai réussi à relancer. Mais là-dessus, c'est dur à expliquer, mais j'étais vraiment dans un jour où j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver. Et après, la préparation physique a fait un peu défaut au bout de 15 km sur les 19 de Sierzinal Junior, où là, je manquais de volume, puisque je m'étais un petit peu fait mal, un stage, tout ça pas pu faire trop de sorties longues et du coup, bah, un coup de moins bien. Mais sinon, à part ce moment-là, j'ai toujours regardé de l'avant en étant en tête et je prenais plaisir. Mais sur chaque foulée, j'avais l'impression que je pouvais accélérer, que j'avais pas mal, que je souffrais pas. J'avais l'impression de pouvoir me mettre à bloc en sprint tout le long sans avoir mal. Et bah, là-dessus, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé parce que je me suis dit, ah, mais en fait, si je me suis préparé des semaines et des semaines, c'est la meilleure des récompenses, que je gagne ou pas, mais de ressentir ces sensations-là, bah ouais, c'est ce que je viens chercher dans le sport. Ah, ok, ouais, ça fait rêver. Alors justement, il n'y a pas que ça, mais tu m'as aussi cité un Templier sur le marathon d'Écosse où justement tu as vécu pas tout à fait la même chose. J'ai noté explosion sur l'Écosse. Raconte-nous un petit peu. Ouais, bah ça, c'était la course de fin de saison, donc 2025. Ok. Et, il me semble 3 semaines après les mondiaux. Et donc, une semaine après les mondiaux, enfin, faut déjà un petit peu récupérer. Après, on a une semaine de préparation. On va essayer de remettre un petit peu de volume ou de l'allure spécifique. Puis bon, bah, après, il faut retourner dans l'affûtage. Donc, c'était dur de bien préparer cette course. Hmm. Mais c'était pas grave, puisque le gros objectif était réussi de se qualifier aux mondiaux, tout ça. Mais
moi, j'ai toujours l'envie de plus, on va dire. Et après, arrivé dans la course, je savais qu'il fallait que je parte tranquillement pour pas me griller les ailes parce que bah, de un, j'avais pas trop d'expérience sur la distance et de deux, j'étais pas non plus hyper bien préparé. Et après, j'ai vite senti un peu de la fatigue musculaire ou quoi pendant la course, avec des crampes au bout de même pas une heure, alors qu'il restait encore 2 heures de course. Mais puis après, la course, elle a suivi. Mentalement, j'étais assez bien. Et puis, j'ai eu un petit coup de mieux. Et j'ai eu relancé trop fort. Et donc après, bah, quelques minutes après, j'ai explosé. Ça n'a pas duré bien longtemps, mais bon, je me suis fait plaisir sur 5-10 minutes. Et puis après, physiquement, ça a explosé. Et puis il y a eu des problèmes gastriques par la suite, un coup de chaud. Bah, c'était un peu la totale, donc ça fait un peu une explosion. Je pense bah, c'est lié un peu au manque d'expérience sur la distance. Et même si je n'étais pas bien préparé, je pouvais quand même faire un bon résultat. Mais bon, au bout de 20-25 km, enfin, de relancer trop fort sans lisser son effort, bah, ça fait que ça mène une explosion. Puis après, bah, faut rallier l'arrivée, mais c'est dur Oui. mentalement. On n'est plus dans ces résultats. Après, il y a pire, hein, j'aurais pu me blesser ou quoi. Mais là-dessus, ouais, ça fait une petite explosion et on apprend aussi, bah, peut-être qu'au moment où j'ai explosé physiquement, il fallait que je me reconcentre sur d'autres objectifs. Et, c'est pas ce que j'ai réussi à faire. Et du coup, au fil du temps, mon, mon résultat, j'en accordais moins d'importance et jusqu'à plus en avoir quelque chose à faire entre guillemets ou à la fin on rallie Mm. en footing et voilà et moi c'est pas trop l'image que j'ai de la compétition et que j'aime montrer de moi. J'aimerais pouvoir me donner à fond du début à la fin même si ça va pas. Bah, là-dessus c'était compliqué mais je pense que j'ai pas réussi malgré la souffrance du coup de chaud des explosions tout ça à me rattacher à quelque chose qui me donnait envie. Donc là-dessus ouais c'est quelque chose où la préparation mentale aurait pu me servir un peu sur le moment, je pense, si j'avais anticipé ce genre de scénario ou quoi. Est-ce que t'as déjà utilisé une ou plusieurs techniques de respiration, de dialogue interne ou autre, je sais pas, pendant une course? Voilà, on a vu la partie préparation, tout ça, mais est-ce que pendant la course, ça t'est déjà arrivé, ou même si ça t'arrive souvent, je sais pas, de te remobiliser, de faire des exercices comme ça que t'apprends en Ouais, temps bah, réel, quoi? le dialogue interne, ça m'est déjà arrivé quelques fois. C'est un peu via moi-même que je l'ai découvert sur une avant-course ou pendant une course où j'ai senti que ça m'aidait vraiment à me motiver, à me parler à la troisième personne un peu. Bon, là-dessus, c'est quelque chose de naturel. En fait, c'est même pas recopié ou quoi, mais je sais pas, je l'ai fait, je me suis encouragé tout seul et voilà, ça aide. Après, c'est pas quelque chose que j'arrive à mettre encore en place sur toutes les courses ou quoi. C'est un peu naturel des fois quand je sens que j'en ai besoin ou qu'il y a un moment pour ça, je le fais, mais c'est pas quelque chose auquel j'y pense ou quoi. Puis souvent, c'est peut-être un peu quand ça va bien aussi. Quand ça va pas bien, c'est peut-être un peu plus dur de le faire. Puis après, sur des stratégies de respiration, ce serait plus pour la gestion du stress avant une course ou autre. Mais pendant une course, c'est un peu plus dur, ça. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose auquel j'arrive encore. Après, il y a des choses à gagner là-dessus. Ouais. Oui, après, encore une fois, je donne des exemples dans le. Je t'envoie les exemples comme ça. Toi, tu es sur des formats quand même courts, donc le cardio est haut. Faire des exercices de respiration pendant que tu cours, on n'en est pas là. Je pense pas que je pense pas que ce soit le but, clairement. Mais non, non, mais voilà, ça peut servir dans X, Y cas quand, par exemple, tu es en train de subir, je sais pas, bah, problème gastrique. Où tout part en vrille d'un coup. Tiens, j'ai entendu dans, je sais plus quel podcast, mais Paul Cornu-Chauvin qui racontait son mute qu'il a gagné l'année dernière. Il a eu un moment où tout s'est arrêté, quoi. Il vivait la journée parfaite, comme tu viens de dire juste avant, championnat de France, Cerzinal. Il avait la journée où tout était facile, il suivait les mecs devant, il était avec Choumi, Grangier, tout ça, et puis il disait putain, c'est fou, j'en ai encore sous le pied, quoi.
Donc la journée parfaite, et puis d'un coup, tout s'arrête. Et vraiment, il dit tout s'arrête. Le corps arrête, la tête, le ventre, plus rien ne passe. Et, euh, et comme il a déjà ce passif il est kayakiste de haut niveau, avant d'arriver dans le sport, dans le trail, il dit, je fais trois quatre exercices de respiration vraiment très forts au niveau diaphragmatique, au niveau, parce qu'il marchait, tu vois, au niveau ventral, et en l'espace de finalement, son énorme coup de mou est passé en quelques minutes. Bon, pour lui, quand tu es dans la course, tu as l'impression que ça dure 3 heures. Mais du coup, voilà, ça servirait plus à ça, et effectivement. Et sinon, Ouais. quand tu fais des 15, des 17 bornes ou 20 bornes, tu vas pas t'amuser, quoi. Ouais, non, mais ça, je trouve ça fou. Ouais. J'avais pas entendu l'anecdote, mais après, je pense que sur l'ultra distance, c'est encore un autre sport. On va pas Bien sûr. ressentir vraiment les mêmes sensations, mêmes émotions. Et ouais, c'est pas quelque chose qui peut nous arriver, je pense, comme ça, d'être dans l'état de flow, puis que tout s'arrête de là en marché sur du court. En tout cas, là-dessus, je l'ai jamais vécu. Mais la respiration, je sais que bah, nous, par exemple, en équipe de France, c'est un petit peu conseillé sur les relances en haut d'une bosse, quand il faut attaquer une descente ou quoi, Ouais, juste avant, de relâcher un coup les bras et de vraiment inspirer et expirer tout ce qu'on peut, vider un peu l'air ouais. et un peu de faire le tri, on va dire, mentalement aussi de clôturer l'étape de la montée et de partir sur une autre étape de la course. Et puis, ouais, de vider un peu toute l'air et d'essayer de bien se réoxygéner. On arrive à la fin de l'épisode. Je t'avais promis 1 heure, on va y être. Du coup, des projets pour la saison 2026, ça y est, tu les as tracés déjà, j'imagine? Ouais, ouais, bah ça y est, fait ma planification. Ouais. Euh, J'aurai ouais, deux, trois courses principales dans cinq six autres grosses courses de ma saison. Donc, je vais commencer avec un premier objectif, les championnats de France de trail court. Donc, une première fois sur les championnats de France trail court, on va les découvrir. Après, je vais faire les championnats de France de course en montagne, à voir si j'ai une qualif pour les championnats d'Europe qui sont en Slovénie. Bah, si je suis qualifié, bah, bien évidemment, j'y vais, sinon, dommage. Et après, le cross du Mont Blanc, ou on va dire un deuxième gros objectif après les France de très court. Ouais. Et après, l'objectif ultime de ma saison, on va dire, ça sera Sierzinal pour Mhm. une première sur la grande course en découverte et en essayant de poser une belle première marque. Et après, je vais essayer d'aller sur un format un peu plus montagne, une manche de skyrunning dans le Pays Basque, Gorbeia-Suzen, Ok. format un peu plus long et ouais, qui me sort un peu des sentiers un peu moins techniques que je fais en course en montagne ou autre. Donc voilà, ce sera déjà des belles courses. C'est déjà un beau programme. Et je t'ai pas demandé, mais justement, je pense que ça faisait partie aussi peut-être des questionnements macro que Jérémy pouvait éventuellement vous soumettre. On a cette facilité, je trouve, à tendre vers l'ultra très très vite. Enfin, tu sais, avec bah, des fois, c'est un rêve, hein. Des fois, c'est juste, voilà, je suis venu à la course à pied parce que j'ai vu l'UTMB et j'ai trouvé ça incroyable, et voilà. Est-ce que toi, c'est ton cas ou est-ce que toi, t'aimes bien le format court, tu vois, comme un Fred Tranchant qui a une quarantaine d'années et un peu moins, mais qui performe comme un dingue sur format court et il passe pas sur du long pour autant en vieillissant, quoi. Ouais. Non, bah après, moi, je pense que bah, dès le début, je me suis dit, l'ultra, c'est pas une finalité. C'est pas parce que Mm. c'est le format de course qui est le plus médiatisé que c'est là où il faut aller, ou c'est là le but ultime de ce sport, on va dire. Une fois qu'on est plongé en plein dedans, bah, comme je l'ai été, dans une structure de jeunes, qu'on découvre plein de coureurs différents sur plein de formats de courses différents, bah, quand on va courir aussi bien au Marathon de Mont Blanc, à Sierzinal, que sur l'événement du UTMB, euh, moi, je sais que une course comme Cierzinal, ça me faisait autant, voire plus rêver que l'UTMB. Et après, là-dessus, moi, je pense qu'on a toujours l'envie d'aller sur les formats de course où on est bon, entre guillemets. Donc, quand on est jeune, on se trouve bien sur du court. On se dit, on va peut-être rester sur du court, même si faire 15 km, c'est pas un maratrail non plus. Donc, non, moi, c'est toujours ce qui m'attire le plus. Ma course de rêve, c'est Sierzinal. Et après, les courses comme Zegama, Marathon de Mont-Blanc, Championnat du monde de trail court, c'est les courses qui m'attirent le plus. Après, des fois, il y a d'autres jeunes bah ouais, qui veulent faire de l'ultra. Je pense que c'est aussi lié, comme je disais, bah, ils se sentent peut-être meilleurs sur du plus long.
Ouais, Donc à c'est bien. l'envie aussi, hein, parce que je Mm. pense que Ah, si tu fais de l'ultra, faut passer des heures dehors et puis il faut avoir envie de passer beaucoup, mm. beaucoup d'heures dehors, hein. C'est pas forcément dit non plus. Je pense qu'on peut avoir envie de passer beaucoup d'heures dehors et pas forcément faire d'ultra. Ouais. Mais non, là-dessus, non, je pense que c'est bien que les jeunes, en tout cas, comprennent que l'ultra, c'est pas une finalité, puis d'essayer de se poser pas mal de questions aussi sur où on veut aller, hein. Et après, c'est pas parce qu'on va sur du long qu'on peut pas revenir sur du court, et inversement. Mais voilà. Yes. Ok. Pour suivre ton actu, ça se passe où essentiellement? Insta? Ouais, principalement Instagram. Euh, Yes. où vous pouvez me suivre sur ma page. Et après, sinon, bah, j'ai d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn, un peu Strava, tout ça. À Mais ton âge, tu utilises encore Facebook, c'est incroyable ça. ouais, c'est ça. Bah, justement, c'était sur le team du Brookside Project où on nous a dit de faire un compte. Donc après, quand c'est synchronisé, c'est plus simple. C'est pour les quinquagénaires qui pourraient te suivre. Ouais. Ok, allez, dernière question, Jules. Si tu avais une personne à me recommander que tu aurais envie d'entendre justement derrière le micro avec moi, que ce soit un athlète, un amateur, un confrère, une personnalité qui Ouais. t'inspire. Bah, je pense qu'on va rester proche de Besançon. Je vais te conseiller Manon Board. Ah ok, Euh, ah quand je, yes, quand je suis arrivé dans le team, c'était elle. on reste dans le Jura. Ouais, c'est ça, dans le Jura aussi. Mais ouais. Non, quand je suis arrivé dans le team, c'était elle la nutritionniste à l'époque, la première année encore. Ah ok, Et je l'ai vite rencontrée, fait un bilan nutritionnel avec elle. Et puis, bah, au final, c'était inspirant d'être déjà plongé dans le bain autour de grands athlètes comme ça. Donc voilà. ok. Bon, par contre, si tu me lances des gros noms comme ça, il faut qu'il y ait un petit push derrière, un petit message pour m'introduire, sinon je me prends des tôles, hein. Je me prends une Non, porte, hein. Ça marche. Bah écoute, Jules, super. Merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir partagé avec toute ta franchise et toute ta fraîcheur, justement, ton parcours et tes envies et la suite. Donc j'ai hâte de suivre tout ça. J'espère que la mayonnaise avec Brooks va continuer de bien prendre. Et puis voilà, hâte d'être à 2026. ouais, bah merci à toi pour l'invitation. Puis c'était vraiment cool de pouvoir partager un peu sa petite expérience et de parler de la préparation mentale. Yes, allez, merci Jules, je te dis à la prochaine. Salut. Allez. Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.